Je suis très content aujourd'hui parce qu'on va recevoir donc un nouvel analyse vidéo de notre championnat de France. Vous allez voir que dernièrement on avait tourné avec des analystes donc dans les staffs. Là, ça va être un poil différent. On va en reparler. On est aujourd'hui avec Théo Duchemin qui est donc responsable analyse vidéo pour la cellule de recrutement du Clermont Foot. Est-ce que c'est bien ça, Théo? Oui, c'est bien ça. Merci de me recevoir. Ben merci à toi d'accepter. Comment ça va? Tout va bien aujourd'hui en cette semaine? Ça se prépare Tout va tranquillement bien. pour le prochain mercato? Ouais, tout va bien. On se prépare pour ça. Ça arrive plus Vite. rapidement qu'on ne le pense à chaque fois. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, tu vois, je l'avais même pas annoté, mais c'est vrai qu'on est déjà sur une période où on se dit, tiens, c'est une période creuse, mais en fait, c'est là où aussi le mercato prochain se prépare. On reparlera un peu de ces petites périodes dans l'année, toi qui travailles aussi sur le recrutement du coup. Écoutez, on est là aujourd'hui pour parler donc du métier d'analyse vidéo. Théo, tu as 23 ans, on est d'accord? Euh, 3 saisons au Clermont Foot, 2 saisons directement donc avec le staff et donc sur l'analyse donc de la performance. Tu étais à ce moment-là en alternance, on va en reparler. Maintenant, tu es passé donc sous contrat, donc en CDI, si on peut dire comme ça, CDI avec le club, mais plutôt sur le recrutement. Euh, Si on reprend un peu depuis le début, est-ce que tu peux nous faire ton parcours donc scolaire rapidement? Tu peux même remonter jusqu'au lycée si tu veux. Parcours scolaire, te présenter un peu, qu'on comprenne voilà, qui tu es et comment tu es arrivé là où tu en es. Bon, moi déjà au départ, passionné de football. J'ai commencé le foot à 5 ans, à l'âge de 5 ans. La plupart du temps, j'ai évolué au poste de milieu de terrain à un niveau régional. Ensuite, je passe dans toutes mes années, etc. Pas réussi à accéder à un niveau national de joueur ou entrer en centre de formation au Clermont Foot. Je suis issu de la région de base. Ok. J'ai jamais réussi, je suis toujours resté dans les clubs autour. Ensuite, arrivé au lycée, j'ai passé un bac scientifique. Lycée, c'était pas forcément évident pour moi. J'étais un peu en difficulté. J'avais une moyenne assez limite. Donc, je me battais pour réussir ce bac scientifique. Et puis, suite à ça, moi, je voulais entrer en licence TAPS Ok. parce que je me rendais compte que c'était vraiment. J'avais envie vraiment d'essayer de tenter ma chance de travailler dans le football, de vivre du football. Je voyais pas d'autres métiers qui pouvaient vraiment m'intéresser. Justement, les professeurs, mes parents n'étaient pas forcément très chauds pour que j'y aille parce que ça demandait de l'autonomie. La fac, c'est quelque chose de particulier aussi. Donc, j'y suis allé malgré tout ça. J'ai passé 3 années de licence TAPS, une première année à Vichy et les 2 autres années à Clermont. C'est Ok. sous la même antenne. Et au fil de ma licence TAPS, entraînement sportif, option foot, donc à l'université Clermont-Ferrand, ça s'est très bien passé. Là, tout de suite, je me suis acclimaté. En fait, j'ai appris à aimer les études. Et donc, tout de suite, j'ai réussi à avoir des notes bien meilleures que ce que j'avais au lycée, euh, être dans les meilleurs. Ce qui m'a permis, à la suite de ma licence TAPS, comme un partenariat en fait entre la licence TAPS et le Clermont Foot. Ok. Donc les meilleurs étudiants de licence TAPS entraînement sportif et notamment ceux de l'option foot, euh, de manière générale, il y a 2 types de métiers qui s'ouvrent, c'est soit préparateur physique, soit analyse vidéo, Ouais. si on doit rester dans le large. Moi, c'était plutôt l'analyse vidéo et donc les meilleurs étudiants qui ont un profil intéressant ont la possibilité de réaliser leur stage, Ok. euh, suivant comment ils continuent, qui continuent en master, qui continuent dans un DU. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité de rentrer au Clermont Foot. Donc, soit sur de la vidéo, soit sur la préparation physique. Moi, je suis Ok. entré sur la vidéo avec directement le staff professionnel. Donc, la première année, suite à ma licence TAPS, je rentre en master STAPS, Ok. proposé par l'Université Clermont-Auvergne aussi. Donc, c'est un master de recherche. Avec moi, de base, c'était l'initiative d'aller en doctorat suite à mon master. Donc, je l'ai continué absolument sur un master pour m'ouvrir cette voie ensuite. Un master de recherche pour l'optimisation de la perf. Mais la même année, j'ai voulu essayer de passer mon DU d'analyse vidéo. Euh, D'accord. donc j'ai passé la même année le Master 1 et le DU d'analyse vidéo. Ok.
Et donc, dans le cadre de mon master, j'avais une recherche à effectuer avec des joueurs. Dans le cadre de mon DU, je devais forcément être en stage dans un club. Donc, j'ai réussi à regrouper ce même stage au Clermont Foot avec l'équipe professionnelle, Ok. intégré dans le staff pro. Donc, j'ai été dans le même stage, mais dans ces deux fonctions, j'avais des fonctions un peu différentes Ok. dans les deux. Donc, j'ai fait une première année où je m'occupais essentiellement de l'analyse de l'adversaire en ce qui concerne mon DU d'analyse vidéo. Et dans le cadre de mon master, j'ai fait une recherche sur la causerie vidéo, à quoi jouent les footballeurs dans ce moment. Je me suis intéressé un petit peu à ce que toutes les semaines, on proposait une causerie sur l'adversaire aux joueurs, tous les dimanches matins avant le match. Mais actuellement, on regarde de la littérature scientifique, il n'y a rien qui montre en quoi la vidéo peut avoir un effet, un impact pour les joueurs. Alors ça, c'est intéressant. Tu sais quoi? On va finir de te présenter, mais je pense qu'on va en reparler ensuite. Tu vois, c'était pas prévu. On a préparé quelques questions, mais ça, c'était pas prévu. Et tu vois, ça, c'est intéressant parce que c'est un axe, la causerie qu'on traite justement dans la formation analyse vidéo. Donc, on le garde d'un côté, mais on va en reparler tout à l'heure parce que si surtout tu as fait une espèce de recherche là-dessus, ça m'intéresse. Moi, je voulais juste recontextualiser un tout petit peu. La première saison, le Clermont Foot est en Ligue 2. La première saison, moi j'ai la chance, ils viennent de monter en Ligue 1. Ils viennent de monter en Ligue 1, d'accord. Ma Ok, première saison, c'est en Ligue 1. La première année de Ligue 1 du Clermont Foot de l'histoire. Première année, d'accord. première montée en Ligue 1, j'ai la chance d'intégrer à ce moment-là. D'accord, ok. Donc le club vient juste de monter et toi tu arrives, juste pour qu'on ait une idée de comment ça s'organise dans un club qui vient juste de monter. La cellule vidéo, elle ressemble à quoi à Clermont à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un analyse vidéo à temps plein, sous contrat, qui est arrivé déjà 2 ans auparavant en Ligue 2 avec le coach. D'accord. Euh, et on est deux stagiaires, l'un qui est en formation à Rouen et moi qui suis en formation à Montpellier. Donc, un analyse vidéo à temps plein et deux stagiaires. Ok, et alors tu dis Rouen parce que je présume que l'autre analyse vidéo, il faisait le DU de Rouen C'est et ça. toi tu étais sur le DU de Montpellier. D'accord. Et vous aviez, juste pour qu'on en parle très rapidement, vous aviez la même, c'était exactement le même DU ou ça change un peu en fonction des villes? Le DU de Rouen, il est différent. Il y a un peu plus de distance, il y a un peu plus de formation à distance. D'accord. Euh, les C'est exigences. moins axé foot. C'est moins axé foot. Euh, En fait, il y a plus, ouais, il y a moins d'étudiants en foot, mais en tout cas, le travail qu'il a à rendre pour son DU, c'est C'est le. vraiment axé sur le foot. Mais Ok. en tout cas, effectivement, c'est un peu plus ouvert aux autres sports, peut-être le DU de Rouen que le DU de Montpellier. D'accord, ok. Donc toi, tu arrives à ce moment-là et tu vas faire donc tes 2 années d'alternance, donc de ton master. Tu vas les passer dans le staff de l'équipe professionnelle, c'est ça? Avec donc cette autre analyse vidéo stagiaire et l'analyse vidéo sous contrat. Voilà, c'est Ok. ça. Euh, pour savoir un peu comment ça s'organise finalement quand il y a 3 analystes vidéo. Pour te remettre dans le contexte, nous on avait parlé avec l'analyse vidéo de Brest, justement, qui lui nous expliquait, alors c'était en début de saison 2023-2024, cette saison, et il nous disait qu'il était seul, absolument seul pour tout faire. Vous, donc vous étiez 3 à ce moment-là, comment ça se décortique un peu tout ça? Quelles sont tes missions particulières à toi? Est-ce que c'est les mêmes que celles de l'autre analyste? Est-ce que ça change? Comment ça se passe? Au niveau de l'organisation, l'analyse vidéo à temps plein est chargée de coordonner la vidéo, mais aussi à ce moment-là, vraiment la partie data commençait à émerger, mais il y avait personne qui en était vraiment responsable et c'est l'analyse vidéo à temps plein qui essaie de développer en même temps cette cellule data. Donc, D'accord. il coordonnait beaucoup et il était beaucoup plus sur la logistique, faire en sorte qu'on ait tous les matchs à disposition, que les paquets vidéo soient prêts, que les fichiers Excel avec les stats soient prêts. Euh, Anticiper sur la préparation de programmes pour qu'on puisse avoir accès à des data. Donc finalement, toutes les perspectives d'évolution étaient moins dans le quotidien. Et c'était nous, les deux étudiants en stage, qui avions à réaliser les contenus pour la semaine, pour la préparation du match. Ils font actuellement filmer les séances. Toutes les choses du quotidien, c'est nous qui les réalisions. D'accord. Et par exemple, est-ce que il y avait une différence? On en parlait juste avant par rapport cette fois à l'expérience que moi j'avais eue juste avant. Quand je dis on en parlait en off, l'expérience que j'avais eue avec Dunkerque où il y avait un analyste plutôt chargé lui de la préparation d'avant-match. Moi, je faisais un retour sur l'après-match. Est-ce que c'était
comme ça ou pas du tout? Est-ce que toi, tu étais plutôt sur l'après-match, sur l'avant-match? Comment ça s'organise? Alors, sur l'après-match, j'ai peut-être une personne que j'ai pas mentionnée parce qu'il n'est pas directement dans cette vidéo, mais on a un responsable de la performance, D'accord. qui est maintenant plutôt entraîneur adjoint. Sur la deuxième saison, il est passé même entraîneur adjoint. Ok. Et en fait, c'était mon enseignant en licence TAPS. C'est lui qui Ok. m'enseignait l'option foot. Ok. Et donc, c'est Stéphane Hérault, assez réputé quand même dans le milieu universitaire, pour différentes recherches. Il a passé un doctorat aussi euh, sur la transition défensive, ce qui se passait à la perte pour les joueurs. Ok. Et, et lui s'occupait vraiment de mesurer l'écart entre le projet de jeu théorique et la performance du Ok. match. Donc cet après-match, c'était lui qui avait vraiment le monopole, on va dire. Nous, on réalisait le séquençage en live qui permettait d'avoir des rapports statistiques, qui lui permettait d'avoir un éclairage pour faire son rapport d'après-match. Donc on participait à l'après-match, mais qu'en fournissant finalement des données, mais c'est lui D'accord. qui les analysait. Ok. Tu vois, il y a des questions qui me viennent quand tu abordes certains points. Je te disais que dans la formation, on a des gens qui viennent de tous les horizons. Certains sont très très familiers avec l'analyse des vidéos et d'autres un peu moins. J'aimerais juste que tu nous expliques pour toi. Alors, on l'a déjà expliqué dans notre webinaire, mais c'est important que chaque analyse, je pense, nous explique un peu comment ça se passe pour lui. Tu parles de séquençage live. Est-ce que tu peux revenir sur ce terme-là et nous expliquer un peu rapidement ce que c'est et avec quels outils tu faisais ça à Clermont? Mhm. Donc le séquençage, c'est l'idée de prendre l'événement qui est un match entier, qui dure 90 minutes, et d'essayer de le découper en différents moments pour pouvoir revenir spécifiquement ensuite sur des moments très précis, d'après une grille d'observation qui doit être construite par le club. On a une grille d'observation au club, mais un autre club a une autre grille d'observation. Ouais, Et l'idée, c'est de ce grand événement, cette grande, on va dire, cette grande planète, de la découper en continents, en pays, pour qu'on puisse mettre à un moment donné la loupe sur des événements plus que des autres, ouais. parce que c'est tellement complexe un match de foot qu'on veut savoir spécifiquement ce qui s'est passé sur les moments de perte, sur les moments de possession, sur les moments où on n'avait pas la possession. Donc c'est ça séquencé. Et nous, on utilise l'outil Eudel Sports Code euh, Ok. pour séquencer. Oui, c'est le Sports Code Dell qui est un des partenaires de formation football, justement. On travaille aussi avec Daxport et Metrica, mais c'est vrai que Sports Code permet justement ça. Donc, quand tu parles d'événements, en fait, ça peut être aussi bien des moments. Par exemple, un club peut séquencer en fonction des transitions défensives-offensives, transitions offensives-défensives, des coups de pied arrêtés, ou alors de choses beaucoup plus pas banales, mais certaines frappes en dehors de la surface, frappes dans l'intérieur de la surface. C'est tout ce genre de choses, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, si on prend l'exemple, les 5 grandes catégories, c'était attaque placée, les attaques placées adverses, nos transitions défensives, nos transitions offensives et les coups de pied arrêtés. Ça, c'est Ouais, les cinq ok. grandes catégories. Les cinq, ouais, finalement, ce qui correspond donc un peu au grand moment du match et Mm. ce qui intéresse vraiment l'analyse. Ok, d'accord. Donc, et vous travaillez avec SportsCode, comme beaucoup de clubs finalement en Ligue 1. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'outil? Parce que ça, pour le coup, c'est un outil avec lequel nos apprenants travaillent aussi. C'est un outil qui te permet de faire quoi? Donc, on a parlé du séquençage. Après le séquençage, est-ce que tu te servais encore de ça pour de l'analyse, pour du montage? Comment ça se passe au quotidien? Alors rapidement, parce que c'est quand même assez vaste, mais Mm. si tu peux essayer d'expliquer un peu l'utilisation que toi tu en faisais. Ouais, je pense que le gros atout de Dell Sports Code, de manière générale, de Dell, c'est d'avoir tout l'environnement, le workflow, comme ils aiment le dire, qui permet du process A jusqu'au process Z de travailler sur leur plateforme à eux. Ok, Donc, que ce soit pour séquencer, je dois créer une grille de séquençage. Donc, je la crée avec Dell Sports Code. Je séquence, je récupère les séquences dans un organisateur qui est dans Huddle Sports Code. Si j'ai à habiller des séquences, faire des dessins, etc., j'utilise Huddle Studio depuis. Donc, finalement, tout ouais, l'écosystème Huddle, on utilise de A à Z tous les outils pour faire tout ce dont on avait envie de faire. d'accord. Ouais, en fait, l'avantage, le gros avantage, c'est que finalement, tu vas séquencer, analyser et monter avec le même outil, pratiquement. Voilà, Exactement. sur la même plateforme. Exactement. Ok.
Ok, merci pour ces précisions, Théo. Si on revient donc un peu sur ton arrivée à Clermont, les 2 premières saisons, donc tu fais partie du staff donc de l'analyse de la performance. C'est quoi ton retour d'expérience à ce moment-là? Parce que maintenant, tu as changé, on va en parler justement, mais c'est quoi ce retour d'expérience? Comment ça se passe finalement? Est-ce qu'il y a une semaine type de l'analyse vidéo? Est-ce que tel jour tu fais ça? Là, il y a le déplacement. À ce moment-là, tu dois faire ça. Comment ça s'organise? Bah, déjà au départ, sur le retour d'expérience, ça m'a surpris à quel point finalement la barrière entre le monde amateur et le monde pro pouvait être fine et à quel point on pouvait être Ok. vite immergé dans ça parce que moi, je sortais de ma licence TAPS, Ouais. je venais d'avoir mon BMF, j'entraînais des U15 au niveau amateur, des U15 départemental 1 Ok. et je me retrouve 2 mois après, suite à l'été, j'attaque en août. Ah, on me dit, c'est toi qui t'occupes de l'analyse de l'adversaire. Et donc, finalement, en l'espace de 2 mois où je sors de ma licence TAPS et je rentre dans le staff, je présente une analyse sur l'adversaire à un coach de Ligue 1 et 100% en autonomie. C'est-à-dire que c'est moi qui analyse. Le staff regarde les matchs de manière générale, mais c'est moi qui présente l'analyse. C'est Ok. moi qui crée le montage pour les joueurs qui sera présenté le jour du match. Donc, tout de suite, j'ai senti beaucoup de responsabilités d'un coup Ouais. et j'ai pas senti de paroi du fait que je venais du monde amateur, que j'entraînais pas au niveau, ou que parce que tout de suite on m'a lancé dans le grand bain et ça j'ai apprécié. Ça m'a permis de rapidement apprendre. C'était pas évident au début, ça me mettait beaucoup de pression. Puis après, de fil en aiguille, j'ai appris à me connaître avec le coach, savoir ce qu'il souhaitait voir. Et quand on a ce feeling avec le coach, quand on sait ce qu'il veut voir, petit à petit déjà le travail prend beaucoup moins de temps, on arrive à récupérer les choses importantes Ouais. et lui donner ce qu'il a envie, parce que le coach, il a envie de savoir certaines choses, d'autres un peu moins. Il y a des choses, c'est le coach agent qui veut savoir l'analyse de la performance, mais lui, il veut savoir des choses précises. Donc, j'ai appris à lui donner. Donc ça m'a tout de suite, mais c'est en lien avec les valeurs du club aussi, Ouais. l'humilité, le partage. C'est un club assez familial. On croirait la Ligue 1, mais quand je vois tous les autres clubs, Clermont Foot, c'est vraiment un club où tout de suite, on se met à l'aise, les étudiants ont tout de suite des responsabilités. Donc ça, c'est quelque Ok. chose que j'ai vraiment apprécié là-bas. Et donc, ma mission principale, c'était l'analyse de l'adversaire sur les 2 ans là-bas. Et on avait discuté notamment avec Louan Schlicht, analyste vidéo de Montréal en MLS, qui a également à peu près ton âge, 23-24 ans cette année, et qui lui est responsable analyste vidéo depuis cette saison. Il a commencé analyste, alors pas stagiaire, mais c'est tout comme. Il y a 2 choses pourquoi je fais cette comparaison-là. Euh, la première chose, c'est en raison de l'âge. Parce que lui, au début, il s'est mis une petite barrière. Alors, il nous disait, on se disait, quelle est la légitimité, pardon, à aller parler avec un coach qui a déjà de l'expérience, avec des joueurs aussi, des joueurs professionnels, etc. Donc ça, c'est la première question que je voudrais te poser avant de t'en poser une autre. Mais est-ce que toi, tu as eu cette petite appréhension et est-ce que ça s'est vite passé? Est-ce que on te met vite dans le bain finalement? Est-ce que tu sens, même du côté des joueurs, qu'il y a un petit frein par rapport à ton âge, au fait que tu viennes du monde amateur ou pas du tout même de ce côté-là? Ouais, effectivement, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Je viens comment dire, d'avoir la licence TAP, je viens d'avoir le BMF et je me retrouve à parler à un entraîneur de haut niveau ça fait 20 ans qu'il entraîne. On vient de monter en Ligue 1, donc il y a aussi une Une attente. effervescence autour du club. C'est pas la Ligue 2 comme c'était depuis il y a 15 ans. Là, c'est la Ligue 1, on sait que c'est directement objectif maintien, donc il y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps de Mmh. perdre des matchs. Il y a une certaine pression, plus qu'il y en avait en Ligue 2. Il y a plus de monde au stade, donc plus de gens qui parlent du club. Il y a un grand club dans la région de rugby, mais le foot, c'était pas forcément encore le truc. Donc là, ça arrive. Et donc moi, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de mon âge ou quoi, je me suis très vite enlevé les barrières. J'ai senti tout de suite que il y avait un certain aussi, et c'est ce que je remarque dans le foot de haut niveau, c'est que les gens sont humbles et ils t'écoutent. En tout cas, moi, ça a été le cas clairement au foot, mais ils veulent savoir un peu ce que tu as dans le ventre. Ouais. Donc, si au début, j'y vais trop sur la pointe des pieds, je prends trop de précautions, je leur donne pas ce qu'ils veulent. Donc moi, dès le départ, j'ai essayé d'être un peu percutant. J'ai exprimé rapidement des désaccords parfois avec
avec d'autres membres du staff. J'ai dit, moi, je suis pas d'accord sur cet aspect-là. Et donc, je pense que ça a aidé à consolider un peu mon avis. Ils ont senti que j'allais pas entre guillemets, me laisser faire. En tout cas, j'allais essayer vraiment de donner mon avis à moi et pas aller dans le sens de tout le monde pour m'intégrer. Donc, ça, je pense que ça a été apprécié au départ. J'ai essayé vraiment d'avoir mon avis critique et de le défendre au maximum. Ok. Et vis-à-vis des joueurs, euh, effectivement, au départ, c'était des joueurs que je voyais à la télé, que j'allais voir souvent au match. On les rencontre, on mange tous les jours ensemble, etc. Donc petit à petit, on s'habitue et puis finalement, ça devient des êtres humains normaux. Et, euh, et ça s'est bien passé. J'ai eu à faire des entretiens dans le cadre de ma recherche de master avec eux, des entretiens de 45 minutes, 1 heure, sur ma première saison, alors que j'étais encore que en tant que stagiaire. Et ça s'est bien passé. Et finalement, c'est des êtres humains comme les autres. Il suffit juste d'être respectueux avec eux, ne pas prendre trop de leur temps, mais d'un autre côté, ne pas avoir peur aussi d'aller un peu les chercher aussi. Ok, d'accord. Et en termes pour revenir sur un peu, je parlais d'une fameuse semaine type parce que dans la formation, on revient sur ce thème-là. Est-ce qu'il existe pour toi une semaine type de l'analyse vidéo? On a posé un peu la même question à tous les analystes qu'on a eu. Je pense qu'on a eu, alors, à chaque fois, ça allait dans le même sens, mais on a eu des réponses un peu différentes. Est-ce que pour toi, le métier d'analyse vidéo, c'est un métier finalement où dans ton travail, tu savais ce que tu allais faire toute la semaine, il y a des missions qui reviennent bien sûr, mais est-ce que finalement une certaine routine s'installe ou est-ce que tu n'as pas de semaine type, tout peut bouger, il faut être disponible tout le temps, comment ça se passe? Bon, il me semble que ça dépend beaucoup de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui aiment une certaine routine, et nous, c'était le cas au Clermont Foot. Le coach, Pascal Gatien, veut vraiment conserver une routine, quelque chose de carré pour les joueurs, et il veut pas les sortir de cette routine. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment casser la routine souvent, on change les jours de présentation, de l'analyse de l'adversaire, etc. Nous, c'était toujours cadré. Le mardi, on se réunit avec le staff, donc dimanche match, le lundi au repos, même si nous, on travaillait déjà sur l'analyse de l'adversaire, mais en tout cas pour les joueurs, on se retrouvait pas au stade. Le mardi, présentation de l'adversaire, on se réunit tout le staff le mardi matin. Le mardi après-midi, première séance de la semaine pour tout le monde. Une fois que nous, on avait fait la réunion avec le staff pour présenter l'adversaire, moi, je sentais un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre dans mon montage final, en discussion avec le coach, sur quels aspects on allait attaquer l'adversaire, etc. Qu'est-ce qui allait être important de garder et surtout important à montrer aux joueurs en fin de semaine. Donc, j'avais tout de suite aperçu. J'avais 2 jours pour préparer mon montage, finaliser un peu mon analyse, laisser le temps aussi à l'entraîneur de regarder un peu mes montages finaux pour qu'il puisse te donner son accord, me dire s'ils avaient travaillé des choses à l'entraînement et qu'ils voulaient rajouter 1 ou 2 séquences qu'on n'avait pas forcément discuté le mardi. Et puis, la première saison, il y avait tout on faisait une vidéo sur chaque adversaire. Même les remplaçants, même un réserviste qui pourrait rentrer en jeu. On faisait une vidéo sur tout le monde puisqu'on était nouveau dans la Ligue 1. Le staff connaissait pas les joueurs, pas on va dire les joueurs normaux, on va dire, ils les connaissaient pas forcément tous leurs points forts, leurs points faibles. Et nos joueurs connaissaient pas du tout les joueurs du championnat, si on en exclut le PSG. Et donc, ces 2 aspects-là, c'est ce qui nous faisait majoritairement sur la semaine. En fin de semaine, on finalisait les vidéos sur les joueurs individuels adverses, on les mettait en ligne sur une plateforme. C'était Perfbook à l'époque. Et pour que nos joueurs aient le temps de regarder les vidéos de leur adversaire direct pour préparer le match du dimanche. D'accord. Et donc, le dimanche, nous, les 2 stagiaires, avec le stagiaire avec qui j'étais, on n'était pas présents à l'hôtel le jour du match. On venait juste 2 heures avant le match préparer les instruments, préparer les ordis pour séquencer le match en direct. D'accord. Et comment ça se passait en ce qui concerne les déplacements? Toute la cellule se déplace? Il y a qu'un analyste? Comment vous faites à ce moment-là? Nous, les stagiaires, on se déplaçait pas. D'accord. C'était l'analyste responsable qui se déplaçait, donc l'analyse de la performance, les coachs, etc. Mais nous, les 2 stagiaires, on se déplaçait pas, on séquençait le match depuis chez nous. D'accord. On envoyait nos rapports à la mi-temps via WhatsApp. Ouais. Et on envoyait éventuellement, parfois on pouvait avoir un appel rapide avec l'analyse de la performance pour D'accord. donner nos avis, par rapport, comme nous on séquençait une phase. Par exemple, moi j'étais responsable de nos attaques placées et des attaques placées adverses. C'est ça que je séquençais et que j'observais vraiment, je me concentrais que sur ces phases-là
Donc, je donnais un petit peu mes ressentis vis-à-vis de ça. Analyse de la performance, qui lui fait un débrief au coach, qui lui-même était placé dans la tribune pour mettre, on va dire, en lien toutes les analyses des deux stagiaires, de l'analyste vidéo responsable, et lui faire une synthèse au coach à la mi-temps. Donc, on participait, mais à distance, même si j'ai eu l'occasion de me déplacer 2-3 fois sur des beaux stades parce que j'ai demandé, ça se passait bien, Ok. ils m'ont autorisé à venir, mais c'était plus, il n'y avait pas un besoin nécessaire, c'était plus Ouais. pour moi pour apprendre, quoi, voir comment Ok. ça se passait. On va doucement passer sur la bascule, puisque maintenant tu es analyse vidéo, donc responsable. Alors, redis-moi le terme, tu es responsable. Bah, je suis analyse vidéo et méthodologie du recrutement. Sur mon poste, c'est ça. D'accord, Donc, ok. il n'y a qu'un seul analyse vidéo dans la cellule de recrutement. Donc, Ouais, responsable, ça serait. Je suis l'analyse vidéo de la cellule de recrutement et je d'accord. m'occupe de certains process de méthodologie du recrutement Ok. pour faire avancer la cellule de recrutement qui serait organisée beaucoup en ce moment. C'est un poste que tu as rejoint en début de saison? Alors oui, en fait, j'ai terminé mes 2 années au Clermont Foot et donc j'entraînais aussi au club d'ailleurs les U16 R1 au Ok, club. Je termine mon master et en fait, ma compagne vit à Strasbourg ok, et moi je voulais la rejoindre. J'ai dit au club que j'avais besoin de la rejoindre et eux m'ont proposé ce poste qui m'ont dit on aimerait te conserver, on a un poste qui pourrait se faire à distance. Donc ok. actuellement je vis à Strasbourg et donc je suis allé sur ce poste-là pour pouvoir continuer mon aventure au club et pouvoir déménager dans une autre région. Ok, donc ça c'est assez particulier. Donc toi, tu fais toujours de l'analyse vidéo, plus à destination du staff de l'équipe pro. Par contre, finalement, c'est toujours avec le club et c'est pour le recrutement et tu peux faire ça à distance. Avant de parler, à proprement parler du poste, comment ça se passe ce télétravail, on va dire, c'était full à distance et parfois tu as une réunion, tu dois te déplacer ou alors même pas? Bah, en fait, comme dans la cellule de recrutement, il y a une stratégie du club qui est d'avoir des scouts de différents endroits en France et Ouais, même à l'étranger. En fait, personne n'est vraiment situé à Clermont. ok, Du coup, on a une réunion hebdomadaire par semaine en visio, puisque de toute façon, c'est très compliqué d'arriver à réunir tout le monde. Et on a eu un séminaire en début de saison en Suisse, où là, on s'est réunis pour que tout le monde se rencontre quand même au moins une fois ou deux et mettre en place la stratégie. Mais sinon, tout se fait à distance parce que tout le monde, finalement, n'est pas situé à Clermont. d'accord, ok. Et puis oui, alors ce que tu dis, c'est important parce que tout le monde n'est pas situé à Clermont. Tu parlais de la Suisse parce que Clermont appartient aussi à un groupement de clubs finalement. Est-ce qu'on peut rappeler les deux autres clubs qui appartiennent à la même structure? Effectivement, Clermont, donc il y a Clermont Foot qui est le club phare, et il y a Lustenau qui est un club de D1 autrichienne, et Bielbienne qui est un club de D3 en Suisse. Donc il y a une D'accord. holding au niveau des trois clubs qui fait que même moi, je travaille pour Clermont Foot, mais finalement je travaille pour ces deux clubs aussi. D'accord, OK. Alors, sans évidemment, parce que là, quand on touche au recrutement, on sait qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas forcément aborder, bien sûr, ce qui est complètement logique. Mais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans les grandes lignes et avec ce que tu peux dire, quel est ton travail maintenant? Moi, j'avais surtout une question, concernant, en fait, la manière dont ça fonctionne. Est-ce que, sur un process de recrutement, vous avez par exemple, toi, tu vas pouvoir analyser des joueurs et tu vas dire à la cellule, donc au recruteur, OK, moi, ce joueur-là, par exemple, je l'ai vu. Voilà l'analyse qu'on en fait par rapport à nos standards, voilà, peu importe. Je pense que tu peux aller le voir. Ou alors, est-ce que c'est plutôt l'inverse? Les recruteurs vont voir des matchs, ils te disent, OK, on a vu ce joueur, et toi, tu l'analyses pour voir si ça rentre, si ça colle, je présume, avec certains standards. Ou est-ce que c'est même dans les deux sens? Comment ça se passe un peu la manière de fonctionner sur ce que tu peux en dire? En fait, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie d'aller voir des joueurs, un maximum de joueurs sur les terrains. Donc ça, c'est les scouts qui s'en occupent. Moi, du fait que je n'ai pas de lien avec le terrain, je vais pas avoir des joueurs en direct sur le terrain parce que je suis entraîneur à côté, je continue à jouer. Donc, c'était clair avec le club. Moi, je ne me déplace pas, même si ça aurait été possible que je fasse scout analyse vidéo finalement. Ouais. Mais c'était pas je voulais pas aller sur ça parce que j'avais d'autres priorités, qui est l'entraînement. Mais donc, il y a ce recrutement sur le terrain et il y a le recrutement par la vidéo. Les scouts,
ont également un travail vidéo à réaliser. C'est-à-dire qu'ils ont Ok. des joueurs à couvrir en vidéo, des joueurs notamment de championnats étrangers, Ouais. et des joueurs à aller voir en France, Ok. surtout en France. Donc, finalement, même les scouts, tous les scouts sont amenés à faire de l'analyse vidéo, en tout cas du recrutement par la vidéo. Moi, dans tout ça, euh, je, je suis à la fois au départ et à la fin du process. Il y a des listes de joueurs actuellement que je vais voir par la vidéo. Je vais les voir avant que les scouts aillent les voir. Et parfois, c'est l'inverse. C'est quand il y a plusieurs scouts qui rapportent un peu des mêmes joueurs, etc. Moi-même, je vais aller voir ce joueur pour éventuellement qu'on effectue un montage pour le présenter au coach. À un moment donné, quand c'est. Donc parfois, je me retrouve au début du process, parfois tout à la fin. Et finalement, parce que tu dis que les scouts, ils ont aussi un travail vidéo à effectuer, et tu dis aussi, si je dis pas de bêtises, que tu aurais pu finalement toi aussi te déplacer et être un espèce de scout analyse vidéo. Et Mm. c'est quoi la différence fondamentale entre ton rôle d'analyse vidéo sur la cellule de recrutement et le rôle des recruteurs qui font un peu de vidéo? Le rôle des recruteurs, je pense que c'est avant tout de. Eux, surtout des scouts du terrain. C'est le week-end. Alors, eux, en fait, ils sont déjà. Je suis le seul avec le responsable du recrutement à temps plein sur la cellule de recrutement. Nos scouts, ils ont un travail à côté. Ils ont un travail qui est complètement différent du foot. Et ils ont cette partie scouting le week-end. Donc, tu vois bien que eux, ils sont chargés de se déplacer le week-end et la semaine, quand ils ont un peu de temps, de regarder des matchs en vidéo sur des D'accord. joueurs qui nous Ok. intéressent. Ok. Moi, je suis continuellement sur la semaine à développer certains process, à réaliser des montages un peu plus poussés sur les joueurs. Donc, je pense que c'est là un peu là où on voit la différence sur les possibilités d'agir et le temps aussi qu'on a pour travailler suivant les profils. D'accord, ok, oui, en effet, en fait, avec cette donnée-là, qui est que les recruteurs sont pas forcément à temps plein, donc ne sont pas là toute la semaine, ça devient plus clair, parce que toi, finalement, vous êtes deux à être à temps Ouais, plein sur ce travail-là, donc forcément, vous n'avez pas les mêmes attributions et le même œil global sur tout ça. Ok. c'est ça. Euh, Est-ce que les outils ont changé entre le moment où tu étais analyste du staff et le moment où, bon, cette saison, tu es analyste du recrutement? Est-ce que, par exemple, tu utilises toujours SportsCode? Est-ce que tu utilises une plateforme plutôt axée scouting? Alors, par exemple, WeScout, InStat, qui a été englobé maintenant par SportsCode. Est-ce que ces outils-là ont changé? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que ce sont toujours les mêmes pour toi? Alors, les outils Eudel Sports Code, je l'utilise toujours beaucoup, notamment parce que ma mission principale, ça je peux en parler, c'est le suivi et l'accompagnement des joueurs en prêt, Ok, notamment des joueurs qui sont prêtés dans nos clubs satellites en Autriche, d'accord. en Suisse. Du coup, souvent ça découle. Donc ça, c'est une de mes missions principales, c'est de suivre ces joueurs-là, de séquencer leurs matchs, créer un montage, etc. Donc pour tout ce process-là, D'accord. j'utilise toujours Eudel Sports Code. Pour ce qui concerne un peu plus le scouting vidéo ou les moments où je dois aller voir ou récupérer des séquences vidéo, là c'est Wisecout qui est l'outil principal Bien pour sûr. avoir, bien sûr toutes les vidéos. Mais après chez les jeunes, il y a iBall aussi qu'on peut utiliser pour des Ouais. jeunes joueurs, pour les matchs plus de région parisienne, enfin tous les matchs U17 NAS, 19 NAS, iBall. Et puis nous on utilise pour rendre les rapports, on va dire pour tous les scouts, surtout moi j'utilise moins, mais tous les scouts utilisent Scoutastic, qui est Ok. un moyen de rendre des rapports et que le responsable du recrutement puisse voir tous les rapports des Ouais. scouts Tout à directement à fait. l'intérieur de ce logiciel, pas qu'ils envoient par exemple, des Excel ou c'est tout à l'intérieur de cette plateforme-là, Scoutastic. Ouais, en gros, alors pour expliquer, on apporte des précisions aussi sur une cellule de recrutement. En fait, chaque club a un peu son process et chaque club a une certaine manière pour que les recruteurs rendent leur rapport. Donc là, Mhm. en gros, il y a une plateforme qui est celle que tu as citée. Les recruteurs se connectent là-dessus, remplissent leur rapport et donc c'est directement intégré dans le process et vous avez la main dessus. Ok. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, enfin là où j'aimerais rebondir, c'est quand tu dis que tu vas faire, par exemple, ton rapport à un moment donné sur un joueur. Euh, Quand tu vas faire ton analyse, est-ce que l'analyse, tu vas donner un avis à toi, subjectif, que tu vas argumenter un peu comme un recruteur, ou est-ce qu'on reste sur une analyse purement, ok, j'ai un joueur, voilà ce qu'il fait là, voilà. Non, est-ce que tu dois aller un peu plus loin, toi, comme un recruteur, finalement, en disant, ok, celui-là, moi, je pense que pour nous, oui, pour nous, non.
et pourquoi en fonction des critères, sans dévoiler les critères bien sûr, mais est-ce qu'il y a cette petite partie-là, tu vois, de ton travail qui rentre en compte? En fait, ma particularité, et je pense que c'est ce qui a donné envie aux dirigeants du club de m'intégrer dans ces cellules de recrutement, et c'était mon profil, c'est en fait d'avoir été au contact de l'architecte qui est Pascal Gatien, du projet de jeu des pros, mais qui se découle aussi sur le projet, sur le centre de formation, et donc d'avoir une connaissance parfaite du projet de jeu du coach, Ouais. ce que souhaite le coach au niveau tactique, technique, et même ce que tu as demandé aussi physiquement. Les scouts, ils ont cette connaissance parce qu'ils regardent les matchs, mais ils n'ont pas cette connaissance vraiment fine de ce que demandait l'entraîneur très précisément. Et donc, eux, ils vont juger les qualités intrinsèques des joueurs. Effectivement, ils connaissent notre dispositif. Ils savent qu'il faut des joueurs, par exemple, qui jouent un peu à l'intérieur du jeu, qui sont capables d'être bons dos au jeu, etc., d'avoir une bonne première touche. Mais moi, je vais juger encore plus OK, demain, vraiment, il est dans notre effectif. Comment le coach va pouvoir l'utiliser? Est-ce que ça peut coller à notre philosophie? Vraiment, donc encore plus précisément sur plutôt l'aspect finalement tactique, la capacité du joueur peut-être à s'adapter tactiquement à la philosophie de l'entraîneur. D'accord, ok, je vois. C'est vrai que ce que les scouts n'ont pas forcément, puisqu'ils ont pas eu de contact avec le coach, et ils n'ont pas les connaissances précises que toi tu peux avoir à ce sujet-là. D'accord. Ok, c'est intéressant parce que c'est vraiment un rôle un peu différent. On n'en avait pas eu jusqu'à présent ce genre de discussion. Toi, est-ce que finalement, là, ça fait quelques mois maintenant que tu fais ça, donc depuis l'été dernier, on est d'accord, ça va faire bientôt un an. Je sais pas s'il y a un des deux rôles que tu préfères et pourquoi. Alors, même pas on parle de préférence parce que il va sûrement y avoir des différences. Tu avais un impact différent qui tu as toujours un impact fort, hein, mais les deux impacts sont différents. Là, tu as un épanouissement aussi personnel parce que tu as, voilà, t'as rejoint ta compagne à Strasbourg, donc c'était ce qui te convenait. Est-ce que finalement, ce rôle-là, tu le préfères parce qu'il y a aussi l'épanouissement personnel, ou est-ce que tu te dis, tiens, j'aime bien l'impact que j'apporte avec la cellule de recrutement et le fait d'amener les joueurs, etc. Ben, déjà, au départ, j'aime les deux rôles parce que dans la phase de construction personnelle dans laquelle je suis, j'étais dans un staff pro, j'ai vu comment la culture de haut niveau, comment fonctionnait le quotidien d'une équipe pro. Et en tant que moi, je garde toujours la casquette entraîneur derrière. C'est une option d'avoir un petit peu l'œil derrière la porte, le petit trou derrière la porte pour voir comment ça se passe, être la petite souris un peu au milieu de tout ça qui découvre. Et d'un autre côté, la partie recrutement, où là, comment on prépare un mercato, comment en fait, en amont, avant que les joueurs arrivent, comment ça se passe l'arrivée d'un joueur dans le club. Et donc, ce que j'ai vécu il y a 2 ans, une fois que le joueur arrive au club, comment on l'entraîne, comment on le fait performer. Donc, j'aime bien avoir vu cette phase en amont et cette phase d'entraînement. Et parmi les deux, honnêtement, je ne peux pas dire que j'en préfère une ou l'autre. C'est des temporalités et un mode de vie complètement différent pour moi. C'est-à-dire que au Clermont Foot, quand j'étais dans le staff pro, c'était préparation du match. On est focus que sur le match qui arrive. On est focus que sur le match qui arrive. On essaie de tout faire pour mettre dans les meilleures conditions les joueurs, l'entraîneur même, lui livrer la meilleure analyse pour qu'on puisse au mieux préparer le match qui arrive. On arrive au match, beaucoup d'émotions à ce moment-là, jour du match, tac, tac, tac. On a perdu, on a gagné, peu importe. On est déjà passé à autre chose. On est sur la semaine, sur le match d'après. Donc, ça, beaucoup de rebondissements, on va dire, au quotidien. Il se passe beaucoup de choses. Tandis que la partie recrutement, c'est pas match par match, c'est mercato par mercato. Justement, on en avait parlé au début et je trouvais ça aussi intéressant. Bien sûr, sans rentrer dans des process club très privés, mais de manière générale, tu parles de temporalité, comment ça se construit un peu, parce que, alors évidemment, on va pas le répéter parce que les gens qui nous regardent logiquement, bon, le savent, mais tu as le mercato hivernal, tu as le mercato estival. Le mercato hivernal, en général, c'est des ajustements. Pour certains clubs, c'est des gros ajustements quand ils ont les moyens de le faire. C'est quoi la temporalité? Là, par exemple, on est fin mars. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sûr, on a déjà des listes, des pré-listes pour l'été? Est-ce que ces pré-listes, elles sont déjà faites? Est-ce qu'on est sur l'observation de certains joueurs et à quel niveau? C'est quoi cette temporalité dont tu parles par rapport à tes nouvelles attributions?
il y a eu un gros travail en amont qui a été réalisé depuis la clôture du mercato d'été dernier pour créer une liste la plus large et qui se rétrécisse au fil du temps où on arrive, là, mars-avril, Ok. où on va pouvoir se positionner sur des listes beaucoup plus précises et on va commencer à prendre des contacts, etc. Où vraiment, on va entrer dans une démarche de est-ce que c'est la faisabilité des joueurs ou pas. Donc là, on arrive dans une période où il y a un gros travail en amont sur la France, sur les clubs étrangers qui a été fait. Et là, on a commencé à réduire les listes. Nous, le cas de Clermont, c'est qu'il y a une liste Ligue 2 et il y a une liste Ligue 1. Ouais, automatiquement par rapport à la situation Il actuelle. faut Ouais. qu'on soit capable forcément, et j'ai déjà vu d'autres collègues en parler, la force d'une régie de recrutement, c'est l'adaptation, c'est la capacité à anticiper. Ouais. Donc là, il y a une liste Ligue 1, il y a une liste Ligue 2, puisque les budgets changent, on sait bien que Ouais. tout est différent. C'est différent. Donc, il y a ces deux listes-là, et on en sera d'ici 3 semaines, on devrait savoir si on a la chance de rester en Ligue 1 ou pas. Et si, le cas échéant, si ce n'est pas le cas, on a ces listes-là. Et donc là, on affine vraiment les listes et on n'est pas loin d'avoir nos listes presque établies là. Ouais, là, en fait, finalement, vous êtes un peu dépendant du sportif pur et des résultats de l'équipe pour savoir vers quoi vous allez vous orienter dans quelques semaines, quoi, finalement. Mhm. Ok, Oui. On a d'accord. trouvé un nouvel entraîneur Ok, également. d'accord. Il y a en gros, il y a l'entraîneur Pascal Gassien il y a un deuxième entraîneur principal qui est arrivé. D'accord. On savait à l'avance que l'entraîneur allait Partir. prendre sa Ouais, retraite à la fin de la saison. Et le nouvel entraîneur vient pour la fin de la saison et il sait d'avance qu'il sera renouvelé, peu importe qui maintient ou pas, pour la saison d'accord. d'après. Ouais, Donc, d'accord. cette nouvelle entraîneur, même si l'idée c'est de garder une identité du club, une identité du jeu, les dirigeants n'ont pas fait n'importe quoi, ils ont voulu assurer cette continuité. Mais lui a quand même forcément des prérogatives qui sont différentes que l'autre entraîneur, Ouais, bien sûr. des petits ajouts et donc des profils de joueurs différents. Donc, on s'est aussi adapté à ce nouvel entraîneur. Donc, ça a D'accord. permis d'affiner les listes et parfois aussi rajouter quelques joueurs à la liste parce que pour Ouais. s'adapter à ces demandes. Finalement, tout ce travail-là et ton travail vidéo, euh, le club, et je trouve ça intelligent, comprend que il y a quand même un risque d'être en Ligue 2 la saison prochaine. Le but, c'est de la préparer au mieux et que la chute soit la plus douce possible, quoi, pour tout le monde. Ouais, l'idée c'est que de toute façon, quand on a un club comme le Clermont Foot, c'était presque un rêve d'être 3 années en Ligue 1. Bien sûr. Quand on voit le budget, moi j'ai vécu les infrastructures, c'est incroyable d'avoir tenu 3 années en Ligue 1. Vraiment, Mm. depuis l'intérieur, on se dit c'est incroyable. Et encore plus la 8e place l'an dernier où on ne pouvait Ouais, pas ouais. s'y attendre encore. Mais donc, on est toujours dans une optique on va potentiellement redescendre à un moment donné. Par contre, on va redescendre on a construit un centre d'entraînement. On redescend, mais on n'est plus le club de Ligue 2, on est un ancien club de Ligue 1. Et donc, l'idée, c'est de construire des listes pour arriver à éventuellement remonter directement en Ligue 1. Donc, Ok. on s'y prépare, mais d'un côté, avec l'ambition de regoûter à la Ligue 1, possiblement s'il y a une descente. Et d'être Ouais. ambitieux dans les listes qu'on fait, en fait. Ouais, en fait, vous redescendez, mais le statut a quand même changé. Donc, Mm. l'idéal, c'est pas de re-végéter, on va dire, 15 ans en Ligue 2, alors que tu viens de connaître la Ligue 1 complètement. Ouais. Ok, ok, d'accord, c'est super intéressant. Merci pour ce partage aussi sur tout ce qui concerne le recrutement. Ça fait déjà c'est 50 minutes pratiquement qu'on est ensemble, 45. On va doucement entrer un peu sur la dernière partie de cet échange. Je voudrais revenir sur, j'ai pas oublié, sur l'aspect causerie dont tu as parlé au Ouais. début. Alors, est-ce que tu peux rappeler donc sur quoi tu as fait ta recherche et nous en parler un peu plus? Moi, je te pose le contexte. Dans la formation, on a notamment 2 exercices où l'analyse de vidéo doit se mettre un peu en situation, tu vois, sur une causerie d'après-match et sur une causerie joueur, donc individuelle et collective. Là, toi, tu parlais notamment des causeries d'avant-match, il me semble. Euh, dans quelles conditions l'analyse vidéo finalement il rentre en jeu dans la causerie et toi, de ton expérience, ça a donné quoi ces recherches-là?
Alors, d'abord, il y a le jour du match, pour nous, au Clermont Foot, il y avait 2 moments. La causerie vidéo, présentation de l'adversaire, même si elle est faite des fois un peu en amont, mais montage final sur l'adversaire. Donc ça, c'est avant la balade, le manger, et cetera. Et la causerie d'avant-match, Ouais. où là, l'entraîneur parle, il va vraiment sur le plan de jeu. Donc, c'est 2 causeries différentes. Ok. La première, elle était présentée par l'entraîneur adjoint, la deuxième, la causerie d'avant-match, par l'entraîneur principal. Donc, il y a ces 2 moments. Donc déjà, c'est séparé. Je sais que il y a des clubs, c'est la même chose. Il y a des bouts de vidéo dans la causerie, mais il n'y a qu'une seule vraie causerie. Ouais. Donc ça, c'est cette chose-là. Ensuite, le moment, mais il faut le rappeler, moi je suis également enseignant en STAPS depuis maintenant 2 ans. Effectivement, on met aussi les étudiants de licence STAPS. Je suis responsable du cours d'analyse vidéo dans cette sorte de faire une causerie vidéo, de présenter une vidéo à Ouais. l'enfant, des débriefs vidéo. Et effectivement, je trouve ça très intéressant. Ils ont besoin de se mettre dans cette position. Ouais. Et c'est eux-mêmes qui font le public des autres joueurs, des autres étudiants qui passent. Donc, ils se mettent dans la place de l'heure. Donc, je trouve ça très Hmm. intéressant. Et il faut rappeler que dans la littérature scientifique, on n'a actuellement rien qui montre en quoi la vidéo a un impact ou un effet sur les joueurs. D'accord. Par exemple, déjà, ce moment de la vidéo, qu'est-ce qu'ils en retiennent? On suppose bien qu'ils en retiennent des choses. Tout le monde dit la vidéo, c'est utile. Oui, mais on n'a aucun savoir sur ce que ça procure, qu'est-ce que ça produit vraiment chez les joueurs. Et pour moi, la phase la plus longue, et c'est la plus intéressante à étudier, mais à la fois la plus compliquée, c'est est-ce que in situ, le joueur en situation de match, parce qu'on a vu des séquences à la causerie vidéo, est-ce que in situ, au moment où il a le ballon, à la 60e, à la 45e, il y a un 0, est-ce qu'à un moment donné, c'est prégnant dans son activité? Ok. Ça, c'est un peu mes questionnements et c'est ce qu'on se posait la question dans le cadre de mon master à Ouais. Clermont. Et c'est pour ça que j'ai voulu investiguer ces moments pour aller chercher un peu des bouts de. On n'a rien scientifiquement. C'est-à-dire que moi, j'étais embauché à. Il y a beaucoup d'analyses vidéo, mais on ne sait toujours pas à quoi la vidéo sert. Donc finalement, Ouais. à quoi on sert vraiment. Tout le monde dit que c'est utile, mais on ne sait pas encore à quoi ça sert. Donc, moi, j'ai mené cette première recherche dans mon cadre de mon Master 1 sur la causerie vidéo. Qu'est-ce qui semblait prégnant lors de la causerie vidéo pour les joueurs? Qu'est-ce qui retenait? Qu'est-ce qui était le plus marquant pour eux dans ces moments-là? Et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment différents profils et qu'il y avait différents éléments. Pour un joueur, c'était le discours du coach, parce D'accord. que le joueur commentait la vidéo. Pour un joueur, c'était le discours du coach adjoint qui commente la vidéo, qui donne des mots-clés, et c'est ça qui retenait vraiment. Pour un joueur, c'était les dessins. Il savait, il était incapable de se rappeler ou même de, de savoir ce qu'avait dit le coach adjoint. En fait, il l'écoutait quasiment pas. Mais ils voyaient les dessins. C'est ça Il qui. voyait les dessins, c'est ça qui retenait. Il voyait les lumières, les choses comme ça, et c'est ça qui retenait. Bon, mais il y a un petit chronomètre, 7 secondes pour aller marquer. Il retient. Ok. Il y a des joueurs, on écrivait des choses en dessous de la vidéo, une sorte de bandeau, la phase et le principe, le principe de l'adversaire, par exemple. Se projette très rapidement à la récupération, par exemple. Ok. Et lui, c'était ça qu'il marquait. Et alors que le joueur qui regardait les dessins, il lisait même pas ce qu'on Ouais, mettait. ouais. Et pourtant, c'était un gros truc, hein. Et le gars, il me dit, en fait, là, je les découvre avec toi. Ça veut dire que ça fait 3 mois, 4 mois qu'on met ça, Et tu sais pas qu'il y a des. Ouais. en pensant que tu vas le lire, parce que voilà, c'est fait pour être lu. Hmm. Et donc, il y a une info qui est donnée par écrit, et puis des fois, il y a des infos qui sont plus développées par l'image, tu vois, on essaie de. Et en fait, on s'aperçoit au moment de ça qu'il ne le lit même pas. Donc, ça, nous, on a beaucoup réfléchi aussi du coup à la manière de transposer les contenus pour que les joueurs retiennent. Donc, et je me suis aperçu que finalement, les profils étaient très, très différents des joueurs et que il se passait beaucoup de choses dans ces moments, sauf ce qu'on attendait d'eux. Est-ce qu'il y a une. En termes de durée d'attention, est-ce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui ressort? Par exemple, euh, je vais donner un peu mon expérience et je pense que c'est une expérience qui vient de parler puisque tu en as parlé tout à l'heure. Tu as été éducateur avec des U15. Cette saison, je suis éducateur avec des U15 aussi. Je fais un peu de vidéo avec eux. Pour moi, de manière globale, alors pas individuelle, mais de manière globale, c'est très compliqué et on a un groupe
que je trouve pourtant assez alertes à ce sujet, intéressés, etc., c'est très compliqué de les maintenir concentrés plus de 20-25 minutes. Voilà. Sur une vidéo. Sur un entraînement, sur un match, il n'y a pas de problème. Sur de la vidéo, si on dépasse la demi-heure, je pense qu'on perd en efficience. Est-ce que, donc là on parle de joueurs pro, est-ce qu'il y a eu un aspect là-dessus? Est-ce que tu t'es rendu compte que de manière collective, il fallait faire plutôt tant de vidéos, tant de temps et pas dépasser là? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas du tout? Nous, ça a évolué. Par exemple, au tout début, on mettait l'analyse de l'adversaire, l'analyse des coups de pied arrêtés, l'analyse individuelle des meilleurs joueurs adverses, tout dans la même causerie vidéo. Ça faisait environ 30 minutes. Ok. On s'est aperçu au fil du temps que c'était trop long. Ok. On a réduit jusqu'à que la causerie vidéo dure que 8 minutes. Ok. En fait, on présente que le montage sur l'adversaire, Ok. le montage collectif sur l'adversaire et présentation du gardien adverse. Ok. On a réduit, ça dure entre 8 et 12 minutes. Moi, j'ai pas travaillé sur le temps d'attention et c'est très compliqué de travailler sur le temps d'attention parce que pour moi, ça dépend beaucoup de la manière dont est animée la causerie vidéo. Ouais. En fait, du fil conducteur d'une causerie vidéo. Si tu présentes plein de séquences pour dire la même chose, là, pour moi, on perd les joueurs. Ok. Mais si il y a un vrai fil conducteur, que les joueurs le sentent et qu'on avance au fil des séquences et qu'ils sont surpris à chaque séquence de ce qu'on va voir, là, pour moi, on peut gratter un peu l'attention. Mais maximum 15 minutes. Moi, je pense que Voilà, c'est au-delà de ta... 15 minutes, surtout avec des. En fait, l'idée, c'est. Mais je sais que moi, je continue à entraîner à un niveau régional, U18. Je fais des causeries vidéo. Ouais. Enfin, pas des causeries vidéo, du coup, des briefings vidéo sur les matchs. On est tenté quand on est entraîneur de parler beaucoup et on se fait avoir. On se fait avoir par la vidéo. On se fait avoir parce qu'on a envie de parler de tout. Mais le top, ça serait d'arriver à faire, au lieu de faire une séance vidéo de 30 minutes de 20, 25 minutes, 30 minutes dans la semaine, ça serait d'arriver à en faire 3 de 8 minutes. Ouais. Je suis persuadé que c'est plus efficace. Ouais, finalement, d'en faire 3 de 5 ou de 8 en début de séance et puis d'enchaîner sur la séance plutôt qu'une de Et 30. c'est ce que font. On a eu un contact avec Arteta dans le cadre du Clermont Foot, justement, quand j'ai dit Stéphane a été contacté par Mikel Arteta dans le cadre de sa recherche. On a pu enregistrer une visio, on a pu, eux, 3-4 membres du staff ont pu aller 3-4 jours à Arsenal, voir comment ça travaillait, etc. Et j'ai déjà vu aussi des informations sur Guardiola. Ils font une séance vidéo tous les jours, mais ça dure 6 minutes, quoi. Ouais, c'est très très précis. Et... 6 minutes, c'est précis sur une idée. Après, voilà, c'est des contextes professionnels. Si on revient dans mon amateur semi-pro, on peut pas faire la séance vidéo. Mais je pense que avec les outils qu'on a, on peut essayer quand même. 5-6 minutes, on va sur la séance. Et Oui, je pense que si tu as notamment le matériel VO, par exemple, si tu as pu filmer un peu, tu arrives avec un ordinateur en début de séance, même à côté du banc, selon les terrains, bien sûr, hein, tout n'est pas disponible, mais au niveau amateur, semi-pro ou avec des jeunes, je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Après, certains cas, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, toi, tu préconises plutôt une séance courte, quoi. ouais. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour cette précision encore une fois. Je suis en train de regarder un peu, mais je pense qu'on a vraiment fait pas mal le tour. J'avais une dernière question qui me venait en tête, justement par rapport au fait que tu coaches des U18 cette saison, c'est ça? Ouais. Donc du côté de Strasbourg. Ouais. À côté de Juste à Strasbourg. côté de Strasbourg, ouais. Ok, à quel niveau tu es cette année? Régional. Régional, d'accord. Ouais. Tu as été sur des U15 et sur les U16 du club aussi de Ouais, Clermont j'étais au préalable. sur les U16 R1 du Clermont Foot, la première année, donc l'année où je passais mon DU d'analyse vidéo, l'année où je passais mon Ok, master 1, c'était une année extrêmement chargée, 4 séances par semaine, très chargée. Et je suis passé donc l'année d'après adjoint sur les 18 terrains au Clermont Foot parce que je voulais un peu me libérer de cette tâche malgré que j'adore l'entraînement. ok, Voilà. Et cette année, j'ai déménagé, mais j'ai trouvé un club de 18 régionaux. ok. J'ai deux questions pour terminer avant de te laisser tranquille. La première, c'est est-ce que tu penses que être éducateur, donc avec des jeunes notamment, ça fait de toi un analyse vidéo différent, peut-être plus accompli, est-ce que ça t'apporte quelque chose de supplémentaire, notamment avant de connaître les pros dans la manière de gérer un groupe. Et la seconde question, on est plutôt sur le côté du recrutement puisque tu y es cette année. Est-ce que finalement, en découvrant le recrutement, avant tu étais plutôt du côté staff, est-ce que c'est un domaine qui
qui te plaît et sur lequel à un moment donné tu te verrais glisser progressivement ou vraiment plutôt rester sur l'analyse vidéo? Pour répondre à ta première question, il me semble que d'avoir été éducateur dans les clubs depuis un bon moment avant de rentrer au Clermont Foot, ça m'a permis de me mettre plus facilement dans la peau de l'entraîneur principal. Ok. Donc dans la réflexion, même si on coach à des niveaux différents, mais dans la réflexion de comment on prépare un match, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur l'adversaire précisément, à quoi va me qu'est-ce que j'attends d'analyse vidéo? Je me mettais en fait à la place du coach. Qu'est-ce que j'attends de l'analyse vidéo? Est-ce que j'attends qu'il m'apprenne le foot? Est-ce que j'attends qu'il me donne des infos? Voilà. Et donc ça m'a aidé à plus rapidement m'adapter à ce que le coach pouvait vouloir avoir comme information sur l'adversaire, sur même parfois notre propre performance pour la mi-temps, etc. Ok. Donc plutôt être capable de se mettre dans la peau du coach. Et ça participe dans le process aussi de vidéo. C'est-à-dire quand Ouais. j'analysais, je me mettais tout de suite aussi dans la peau un peu de l'entraîneur. Et du coup, j'arrivais peut-être à cibler un peu plus rapidement ce que je souhaitais. Ok. Donc là, je pense que c'est important. En ce qui concerne la partie recrutement, je suis très content d'avoir pu voir cette facette du football de haut niveau. Mais il semblerait que, en tout cas dans ma construction personnelle, ce soit le rapport avec les joueurs qui me plaise le plus, la partie entraînement, la Ok. partie quotidien. Voilà, la Ouais. partie quotidien avec les joueurs. Donc moi, il me semble que c'est plutôt vers cette voie que je vais me diriger parce que c'est ce qui me fait vraiment, Ouais, bien sûr. vraiment envie. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, en tout cas, je pense qu'on arrive au terme de l'heure passée ensemble. Je voulais te remercier parce que ça a été très très complet. Tu as apporté vraiment des réponses très précises et je pense que ça va aider beaucoup de gens qui vont suivre ça, notamment nos apprenants. Donc merci à toi. Là, on est donc pour poser encore un peu de contexte, mois de mars. Donc on disait dans quelques semaines, le sort un peu de Clermont en Ligue 1 va être scellé, que ce soit côté maintien ou côté relégation. Donc toi, tu es pour l'instant sur le recrutement. Comment ça se passe là? On finit de travailler sur le recrutement de cette saison et jusqu'à cet été. Et cet été, vous réenclenchez sur la saison prochaine? Ouais, ça va se passer comme ça. Ok, donc à la fin du premier mercato, au 31 août ou 1er septembre, quoi. Ouais. Bah écoute, bon courage pour ces mois qui arrivent. En tout cas, on espère le meilleur pour Clermont et pour toi également. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Théo, c'était un plaisir. Bah, merci à toi, Kine, pour l'invitation. J'ai apprécié cet échange. J'invite tous les étudiants, si on peut créer des contacts, s'il y a des étudiants qui ont apprécié, qui veulent échanger, à me contacter sans souci. Je répondrai à leurs questions et je serai ravi d'apprendre de leurs pratiques aussi. Et puis, je te remercie pour le Clermont Foot. On va croiser les doigts. Dans tous les cas, on travaillera, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et puis on essaiera de donner le maximum pour le club, dans tous les cas. On touche du bois en tout cas pour Clermont. Le message est passé, hein, si jamais il y a des étudiants qui ont envie d'en savoir plus, d'échanger un peu. Théo sera aussi ouvert à la discussion. Merci à toi, merci à vous tous, hein, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous êtes déjà étudiant chez nous, on se retrouve de toute façon quotidiennement. Si vous l'êtes pas encore et que vous avez des envies de vous former, n'hésitez pas à nous contacter et puis on verra ce qu'on peut faire selon vos envies. On a parlé de recrutement aujourd'hui, on a parlé d'analyse vidéo, donc je pense qu'il y a un spectre assez large et on a de quoi faire. Merci à toi Théo, bonne fin de journée et bonne fin de journée à tous. Merci à tous.